Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, les titres. La communauté internationale célèbre ce 23 mars la journée mondiale de la météorologie. Que comprendre par la météo et quel sens donner à l'information météorologique? Explication dans un instant. L'hydrogène vert est un carburant issu de l'énergie du soleil. L'hydrogène vert représente aussi un des secteurs d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. La valorisation des plantes aromatiques, des feuilles traditionnelles pour en faire du thé, c'est la mission que se sont assignés des jeunes entrepreneurs, une innovation bien appréciée. Il est difficile de parler aujourd'hui du secteur de l'énergie sans aborder la question cruciale de l'écologie et du développement durable. Pour produire de l'énergie, oui, il faut produire, mais dans quelles conditions? Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie propre. Elles ne polluent pas et n'ont pas d'impact sur l'environnement. C'est le cas de l'hydrogène vert, produit principalement par l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable. On en parle dans ce reportage signé Nadège Omoladesani. Produit de l'hydrogène vert grâce à la lumière. Les chercheurs s'y attellent depuis plusieurs décennies. Cette technologie, produite de façon industrielle autrefois, permet aujourd'hui de transformer l'énergie issue du soleil en un carburant inodore, incolore, ne rejetant aucun polluant dans l'atmosphère. Mais l'innovation de la production de l'hydrogène, qui est un puissant vecteur énergétique aujourd'hui à l'aide des énergies renouvelables, se fait de manière plus douce, en ce sens que cela ne génère pas du CO2, ça ne pollue pas l'environnement. Et c'est un vecteur énergétique qui a une très forte capacité énergétique. Par exemple, 1 kg d'hydrogène, ça fournit plus de 3 fois l'équivalent d'énergie d'un kilogramme d'essence, par exemple. De l'eau et de la lumière, ce sont les sources nécessaires aux chercheurs de l'Institut des sciences chimiques de Rennes pour produire de l'hydrogène. Contrairement à d'autres scientifiques qui utilisent les panneaux solaires pour convertir la lumière en électricité, ils ont opté pour un système plus simple. Plusieurs techniques ont cependant été développées pour produire ce carburant. D'après les chercheurs, les matériaux utilisés pour l'instant sont trop coûteux pour rendre la technique viable. L'enjeu est donc d'obtenir un rendement important avec des matériaux à bas prix. Les recherches se poursuivent dans les pays développés. Certains donnent l'horizon 2025, d'autres donnent l'horizon 2028 pour qu'on puisse renverser la tendance, c'est-à-dire qu'on produit l'hydrogène avec les panneaux solaires ou les éoliennes de façon à un prix de revient tellement bas que lorsque nous alimentons les voitures, les camions, les bus et les avions, on puisse être confortable sur le plan de la viabilité financière et puis la viabilité environnementale. Tout comme l'Allemagne, la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou encore la France, de nombreux pays investissent massivement dans l'hydrogène vert afin d'accélérer leur transition énergétique et réduire la pollution liée au transport. Les analystes affirment que l'hydrogène vert va constituer 25% de la demande énergétique mondiale en 2050. En Afrique, le Maroc fait partie des pays à fort potentiel pour la production de l'hydrogène vert. Le pays pourrait couvrir d'ici 2030 2 à 4% des besoins mondiaux en carburant et combustibles produits à partir de l'hydrogène vert. Ce 23 mars, on célèbre la journée mondiale de la météorologie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de nos tâches quotidiennes sont régies par les conditions météo et une variation, même minime, peut modifier notre façon de consommer et de travailler. La météo, c'est elle qui nous permet de savoir s'il va pleuvoir ou faire soleil. Les détails dans cet extrait. La météorologie, depuis quelques années, a commencé par prendre de l'ampleur. Il faut dire qu'en 2016, l'État a créé l'Agence nationale de la météorologie pour faire bénéficier aux populations
les avantages de ce secteur qui n'est pas que aéronautique. De plus en plus, la météo au Bénin commence par rendre service aux populations, notamment les populations rurales, à travers les prévisions saisonnières par lesquelles nous prévoyons le début des saisons, le déroulement et la fin. Et cela permet aux populations de caler leurs activités agricoles par rapport au déroulement prévu pour les saisons, pour ne pas perdre des semences en début de saison et récolter à temps vers la fin, et choisir aussi des variétés adaptées aux prévisions qui sont faites. Pour les horizons, depuis quelques années, l'Organisation météorologique mondiale a recommandé l'utilisation des équipements qui ne comportent pas du mercure. Or, les anciens équipements étaient à base du mercure. Nous allons commencer donc par automatiser nos équipements, pouvoir avoir des stations automatiques qui pourront, depuis Nati Tengou, nous envoyer directement sur la base de données des informations météorologiques de Nati Tengou, de Kandi, etc. Et pour se mettre à l'abri de certaines maladies, il est conseillé de faire des infusions. Justement, certains jeunes béninois innovent dans ce domaine. Sur le marché, on retrouve désormais une gamme variée de thés fabriqués au Bénin. Il s'agit en effet de faire des infusions. Linda Amoussou en fabrique aussi. Elle évoque ici l'essentiel, l'accueil, disais-je, que les consommateurs réservent à ce produit local. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé après le repas par exemple. On a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit à l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. À l'instant, Linda Amosso, productrice du thé béninois. Actualité à l'international, la culture du piment en Eswatini, Swaziland, permet de plus en plus aux jeunes entrepreneurs de créer de la valeur ajoutée. Claudia Castellanos, jeune femme entrepreneur, emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes pour l'aider sur son projet d'agriculture biologique. Un succès qui s'explique facilement puisque l'agriculture biologique en Afrique est en plein essor. Les détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. Elle est tombée amoureuse de ce petit royaume montagneux et rural. Claudia a quitté définitivement sa Colombie natale en 2010 pour se lancer dans la commercialisation des piments en Eswatini. Elle fait travailler une soixantaine d'agriculteurs, d'agricultrices plutôt, car 80% de ses fournisseurs sont des femmes. C'est encore une société très patriarcale, mais je me suis rendu compte très tôt que les femmes sont les piliers de la société. C'est un produit facile à cultiver dont le prix sur le marché est intéressant. Maintenant, j'aide les plus démunis et j'ai même réussi à m'acheter une gazinière.
Claudia ne pourrait pas travailler sans ces femmes, ni sans cette ONG qui forme ses partenaires à la permaculture. L'agriculture biologique est encore peu connue en Eswatini. On a cette perception que l'agriculture biologique est faite pour une certaine classe sociale. C'est en partie dû au fait que les produits sont chers, mais plus on aura de producteurs et plus les prix seront abordables. Une fois rassemblés, les piments sont aussi mis en bouteille en Eswatini. Claudia a une vingtaine d'employés. Ici, toutes les sauces sont faites à la main. Devant une production qui a quasiment doublé en 2 ans, rester artisanale est un défi de taille. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes au monde maintenant qui veulent savoir d'où les produits qu'ils consomment, d'où ils viennent, qui fait mon produit. Et est-ce qu'il est un produit qui est propre? Alors je pense que cette partie de Black Mamba ne va pas jamais changer, même si on doit mécaniser certains procès pour pouvoir grandir. L'agriculture biologique africaine est en plein essor. Les sauces de Black Mamba sont exportées en Asie, en Europe et aux États-Unis. L'agriculture biologique est en plein essor en Afrique et nous étions à l'instant en Eswatini, Swaziland. C'est ici que se referme cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.